messieurs? Mais bien sûr. Oui. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui n'a pas eu à tirer dans un ballon, vous pensez? Je ne sais pas, c'est pas écrit sur le visage. Je suis un grand footballeur, moi. D'ailleurs, mon petit nom, quand je jouais encore au football, c'était Toumba Pousse, voilà. D'accord. Parce que Toumba Pousse, c'est fut mon idole, voilà. D'accord. C'est fut mon idole. C'est même grâce à lui que, souvenez-vous, en 1974, c'est grâce à Toumba Pousse qu'on est allé à Munich. Oui. En tant qu'économiste, ça doit vous intéresser au plus haut point, parce que c'est l'un des problèmes de notre championnat. C'est d'ailleurs ça le souci, voilà pourquoi on en parle cette semaine. Le championnat aurait dû commencer le 5 octobre prochain, mais il y aurait apparemment des problèmes de sponsors, ce qui fait que ce sera peut-être repoussé. Et donc économiquement, c'est quand même un comble, après autant d'années d'existence, que le championnat en arrive là, que le championnat ne puisse pas commencer uniquement pour des problèmes financiers, non? Bon, c'est un problème d'organisation. Hein. C'est-à-dire bon, c'est-à-dire que l'organisation des services publics ou de l'État doit être canalisée de sorte que dans chaque secteur économique, que l'État puisse accompagner toutes les activités qui se rapportent aux biens et aux services publics. Et quand vous parlez de problème d'organisation, vous pensez que c'est pas fait comme il le faut ou ça n'est pas fait du tout? Pour avoir un championnat de première division qui ait du mal à commencer, parce que le seul unique sponsor qui était là, donc Vodacom, s'est retiré, apparemment pas capable de suivre le budget voulu par la FECOFA. Et donc du coup, on se retrouve... c'est quand même assez grave, non, monsieur Machala? Non, c'est pas que ça soit assez grave, c'est très grave. Moi, je crois que gouverner, c'est prévoir. C'est un peu comme mon frère venait de le dire, c'est un problème d'organisation des services publics de l'État. Et au-delà de tout cela, il y a cette considération au rabais qu'ont certains de nos compatriotes quand ils sont aux affaires. Ils pensent que tout ce qui est en dehors de politique, bureaucratie, ça n'apporte rien. Et dire que à un certain moment dans notre pays, c'était grâce au football que le Zaïre était connu. Grâce au sport, le Zaïre était connu. Souvenez-vous de ce fameux combat du siècle, Mohamed Ali contre Foreman. George Foreman. Donc c'est un problème de culture, c'est un problème d'essayer un peu de refaire même notre système éducationnel. Le sport apporte énormément de choses, aussi bien à la jeunesse qu'à la culture d'un pays. Mais voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est important. Et dire qu'il y a même un ministère. Mais quand vous voyez, je crois que mon frère, qui est mieux placé pour parler budget, il pourra par exemple nous parler de la rubrique qui est réservée. Oui, parce que c'est important, ça revient assez souvent. Le sport, c'est en relation avec la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Cette jeunesse, elle est encadrée, je ne sais pas comment. Alors, on aura peut-être la réponse auprès de M. Boumba, voilà. Mais je vous propose d'abord d'écouter Jean-Tini Ngobila, qui est devenu le nouveau président de DCMP, après un long feuilleton avec ce qui est devenu aujourd'hui le FC Renaissance. Donc on l'écoute et on en parle tout à l'heure. Depuis pratiquement 2 semaines et demie que je suis rentré et que j'ai pris la présidence de ce club, comme vous avez dit, il s'agit seulement de la coordination. Il ne s'agit pas de la coordination. Quand on est président des coordinations des DCMP, on assume la direction de l'équipe. Voilà, donc on dirige l'équipe de fond en comble. Ça, les gens doivent le savoir. Donc, le président de coordination, c'est vous qui assumez donc la direction de l'équipe, la direction du club. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Vous étiez à l'extérieur, vous êtes revenu pour... on vous a vu au stade Magoula, notamment avec la présence de Ramina, qui n'est pas passé inaperçu forcément, que tout le monde a commenté. Lui aurait proposé un soutien financier et moral des CMP. Est-ce qu'on peut savoir quel est le lien direct avec le président de l'Assemblée? Bon, le président de l'Assemblée, comme vous le savez, c'est un grand Imanien. Et là, nous avons grandi ensemble. Il ne s'agissait pas de dire à qui voulait l'entendre. Déjà à cette époque, il était Imanien. Il allait dans des matchs de football quand il m'en a joué.
et il est resté imanien. Vous savez, quand on est imanien, ça vous colle à la peau, ça entre dans le sang et puis ça vous transforme. Donc il est resté imanien et je suis sûr qu'il restera imanien jusqu'à la fin de ses jours. Il a toujours soutenu Imana, même avant mon arrivée. Je pense que Nsimba, vous me connaissez assez bien. Je suis chef d'entreprise, chevronné. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai créé des entreprises, notamment en Europe, plusieurs entreprises, et aussi des entreprises ici. Par mon savoir-faire, je compte notamment, comme je l'ai dit, non seulement apporter la modernité, mais aussi revaloriser les joueurs de mon équipe. Cela étant, nous allons pouvoir les payer décemment dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de régulariser leurs contrats, mais aussi, comme vous avez dit, nous allons pouvoir créer des ressources au sein de l'équipe. C'est ce qui nous manque actuellement. Nous avons, c'est pas de l'imagination qui nous manque. Nous avons des projets dans ce sens. Dans les jours à venir, vous allez voir, nous allons créer beaucoup de ressources au sein de l'équipe, de ressources donc endogènes. Est-ce qu'à moins de ne pas avoir vécu au Congo les dernières semaines, on n'a pas pu échapper au feuilleton avec le FC Renaissance maintenant? Tout à l'heure, vous parliez de contrat. Votre prédécesseur intérimaire, Chimanga, lui disait que les contrats des anciens joueurs ne seraient pas rendus au nouveau club. Est-ce que vous allez vous organiser comment par rapport à tout ça? Parce que c'est quand même un dossier qu'il faut peut-être refermer définitivement avant le 4 octobre pour commencer le championnat l'esprit libre peut-être. Il a dit les contrats des anciens joueurs ne seront pas rendus, c'est-à-dire que les anciens joueurs ne seront pas libérés en fait en faveur de FC Renaissance. Bon, vous savez, Renaissance c'est une équipe, c'est un club qui vient de naître. Je pense qu'ils ont dû racheter une ancienne équipe qui existait déjà, qui s'appelle Jogari. Ils ont racheté ces clubs et ils l'ont rebaptisé donc Renaissance du Congo. Dans cette équipe, il se trouve que parmi les membres du comité de direction, parmi eux, il se trouvent des anciens de Imana. Donc malicieusement, ils ont pu amener quelques joueurs de chez nous qui commencent déjà à rentrer, qui sont sous contrat avec notre équipe. Et ici, je peux vous dire sans embâche que ceux-là, pour qui nous comptons énormément, nous n'allons pas les lâcher, ça c'est sûr. Sous ma direction, on ne pourra pas lâcher les joueurs qui nous sont importants, qui nous sont donc utiles. Si nous allons jouer la ligne à foot, nous allons participer en tant que postulants au titre. Nous sommes postulants au titre, nous n'allons pas faire la figuration. Nous allons bien entendu, nous allons aller chercher donc ces titres qui est à notre portée et pourquoi pas donc les gagner. D'accord. Ça reste quand même une toute nouvelle équipe. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop tôt pour prétendre déjà au titre de champion du monde? Une nouvelle équipe, c'est-à-dire, madame? Une nouvelle équipe, une nouvelle structure peut-être on va dire, de nouveaux dirigeants, donc vous, peut-être, donc c'est une nouvelle philosophie. L'équipe doit quand même se rôder un petit peu, apprendre à être ensemble, aussi bien les joueurs que les dirigeants. Nous sommes arrivés, l'équipe existait déjà. Tout ça que nous avons fait, c'est redynamiser. Nous avons redynamisé l'équipe, nous avons racheté des joueurs nouveaux qui ont apporté un plus dans l'équipe. Donc nous avons plus apporté la redynamisation. Et avec la redynamisation actuelle de l'équipe, nous comptons aller chercher les... Voilà, nous avons pu écouter le nouveau président de DCMP qui se dit donc prêt à aller chercher le titre. Monsieur Boumba, je me tourne vers vous encore une fois pour une question d'ordre un petit peu économique. Est-ce que vous pensez que c'est la solution, comme là pour DCMP, de prendre des hommes d'affaires peut-être pour gérer les clubs, pour amener une nouvelle vision et peut-être faire entrer des sous enfin dans le football congolais? Bon, je n'entrerai pas tellement dans la matière du sport, mais moi je resterai plus dans la responsabilité de ce qui est le pouvoir public. Le pouvoir public a le... Vous parlez de qui? Le ministère des Sports? Oui, le pouvoir public est représenté par les ministères de Sport et Loisirs. Et je parlerai plus dans cette logique-là parce que moi,
comme vous me l'avez présenté, je suis économiste publiciste. Donc, je fais l'économie publique. Je m'organise plus dans ce que doit faire l'État. Justement, que doit faire le ministère selon vous et qui apparemment n'est pas correctement fait? Parce que souvent on le voit, hein, différentes délégations doivent se rendre à l'étranger. C'est toujours un problème de sous, c'est toujours des petits problèmes, des petites tracasseries qui font que notre nation, sportivement, n'arrive pas à être au niveau des autres ou à suivre. Oui, effectivement, il ne faut pas seulement prendre le cas de sport comme si c'était un cas isolé. La situation se présente d'une manière générale. Et c'est la déficience de l'organisation des finances publiques de l'État. C'est ce qui est plus à la base de tous ces problèmes que vous voyez. Et nous, d'ailleurs, dans le cadre d'une ONG que je préside, nous avons déjà écrit au Premier ministre pour lui dire que la loi qui organise les finances publiques, telle qu'est présentée, telle qu'est réformée, comme on l'a fait la réforme des finances publiques en 2011, a des lacunes. Je dirais pour la partie budgétaire, on dira coup de chapeau parce que tout a été présenté, mais la partie organisationnelle des finances publiques, là, il y a quelque chose qui manque et qui ne permet pas à chaque secteur ou à chaque ministère de savoir comment s'organiser pour atteindre les objectifs. Merci. Alors, une autre, là du coup c'est l'Assemblée nationale qui nous aide aussi à savoir comment s'organiser. C'est l'autre rentrée qui fait l'actualité ces jours-ci, c'est la rentrée parlementaire avec la session de septembre qui a deux sujets au sein qui fait l'actualité. Donc il s'agit de la révision parlementaire, de la révision constitutionnelle et puis du vote du budget 2015. Alors on va en parler tout de suite, mais avant ça, on écoute d'abord qu'est-ce que la population congolaise en pense dans l'œil du Congo. Reconstruction ya mboka esengaka bato ebete belé eza te ke mutu moko anda pesa alingaka babandela règlement na te mutu nyonso apesa idée mutu nyonso andima ke constitution na échanger politicien bango bakanisa neti population bakomprendaka te neti eloko neti ya constitution eza te ke kaka bango nde oyo balobi nde yango mpe ezala il faut batunaka pa vie ya population. Kombo nanga Gilles, nafandi na commune ya Kingasai. Information mboka vraiment na comprendre nanga loti si lelo. Bon normalement makambo wana biso tala biso ba civil so lingo on se débattre na makambo wana omona ka ba yo simba yo. Yango to linga na biso te komi pesa na makambo politique. Makambo ngo kuta ba vote to komo bae. Mutema na yo okosepela kena voter na muto pour un jour ba souffrance aussi là. Mais au moins la ba souffrance aussi là en plus peu biso ba tout voter on les peut ça la bien toi la passe gars. Na nzamba osungaka un jour. Bon apparemment pour nanga vie nanga eza unité liba révision parce que ba oba votant ba sala ngo ba yebi pour nani ba sala kango. C'est moins important de changer ce qui a été déjà au moins planifié. Parce que bango va planifier ka ba vendre la kango ba yebi pourquoi ba planifier yango bango ba yeba kuti yango ils doivent laisser ça donc na voter ka au moins na tali ba paramètres na bango oye correspondent na onga na kanisaka yo na voter. Monsieur Wambela Lukeba Marifis nazali résident ya commune ya Kimbanseke na kati ya débat au zéro sala ya révision constitutionnelle. Tu dis bien que Mobeko Lukonzi n'a peut-être article 71 ou 72 sur la bossonité. On dit que le président de la République a été élu au nombre de suffrages pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Et le mandat que vous avez une fois renouvelable, c'est fini. Après 10 ans, c'est nous que nous sommes au côté. Mais, on a dit qu'il y a une révision constitutionnelle, en tout cas, la population, je dis désaccord. Parce que l'article 220, dit que les principes universels, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Alors que on a dit qu'on a révisé la Constitution, en tout cas,
toza d'accord te mpona tozomona importance ya koréviser article ya 197 te parce que depuis 2011 si le 2014 déjà c'est révisé 3 fois la constitution. Alors déjà mandat c'est de presque na 3 ans déjà presque et demi na une année etikali une année et demi à quoi c'est ya koréviser constitution mais peut-être article 197 zali pona ko luka pouvoir provincial pour changer en gros. Alors tant que mukuse là ils allaient pour créer Makamaka Mboka. Après tout ce flot d'avis, Monsieur Machala, je me tourne vers vous. C'est quand même un peu étonnant, voire même inquiétant, moi je dirais. La population, donc les premiers concernés par tout ce débat autour de la révision, du changement de la Constitution, semble ne même pas comprendre réellement les enjeux politiques. Alors, selon vous, d'abord, est-ce que la population comprend? Et puis, deuxième question, parce que moi, je pense que la population ne comprend pas d'où ça vient ce problème. Est-ce que les politiques, ou vous autres, les militants, vous faites bien votre travail d'explication à la grande masse? Merci beaucoup pour la question. En fait, personnellement, je ne suis pas dans le débat de la révision. Moi, c'est pour le changement pur et simple, c'est de l'abrogation. Parce que l'actuelle constitution doit disparaître. Tous ensemble, on doit l'amener à l'échafaud parce que cette constitution n'est porteuse d'aucun développement. Et quand vous me dites que la population semble être ignorante, mais ça c'est vrai, c'était fait à dessein. C'est là où j'ai toujours demandé à ceux qui puissent s'organiser une sorte de table ronde pour que soit mis sur pied une sorte de voirie. Au niveau, si je peux finir, au niveau de l'élite politique congolaise. Parce que dans notre pays, c'est surtout ceux-là qui ont été à l'école qui constituent un danger pour la nation. D'accord. Pourquoi ça? Oui, mais parce qu'il a été prouvé que pour cacher quelque chose aux Congolais, il faut les mettre dans un livre. Comment voulez-vous ramener le respect d'une loi fondamentale, de toute la loi fondamentale, qu'au respect d'un seul article? Mais c'est même c'est très grave. Et c'est chose encore plus grave. Ouais. Cette constitution que nous autres décrions, elle n'aura jamais été traduite dans les 4 langues nationales. C'est juste une bande d'individus aigris, revanchards, ingrats par rapport à la révolution Pardo, qui pensent que le moment s'est revenu, soit pour nous embarquer dans une sorte de contre-offensive immédiate et foudroyante, version améliorée, ou encore donner raison à ceux qui ont toujours dit que, en fait, la trahison était venue du palais. Alors, voilà. Monsieur Claude Machala, j'entends bien ce que vous dites. Et la population, oui, justement, quand vous posez la question de savoir si nous autres faisons bien notre travail. Parce que c'est les mêmes qui choisiront le référendum. Moi, je pense qu'il y a, en cas de changement de constitution. S'il vous plaît, mais puisqu'il y a un organe qui est censé gérer cette loi fondamentale au quotidien, en principe, vous savez, je suis même étonné, même écœuré. Par quoi? Que nos amis en soutane, Dieu merci, nous venons de constater la mutation de la SENCO en parti politique. En 2005, ils étaient contre cette loi fondamentale. Mais justement, M. Machala, vous ne répondez pas à ma question dans le sens... De quoi? Non, dans le sens où on en revient à la même chose. Cette population qui ne comprend pas ce référendum... J'en arrive là, j'en arrive, madame. Parce que vous allez voir comment est-ce que ceux-là qui ont été à l'école entretiennent l'ignorance, veulent mettre notre population sous un seuil pour qu'ils continuent à se prévaloir de je ne sais quoi. En 2005, ces gens étaient contre. Et en 2006, ils ont même eu à conseiller à la législature qui est entrée d'améliorer, de corriger, d'amender. Il a fallu 9 ans pour se rendre compte qu'il y avait un problème avec cette Constitution. Mais la Constitution, c'est... Vous savez, la Constitution, vous devez savoir que c'est l'une des denrées les plus périssables dans une démocratie. Parce que les enjeux au niveau planétaire évoluent, changent. Mais pourquoi pas au niveau national? Il y a une différence entre faire évoluer une loi fondamentale et la changer radicalement, comme vous le proposez. Mais ça fait partie de l'évolution. Changer. De faire table Hier, vous rase, étiez enfant. Oui. Aujourd'hui, vous êtes adulte.
Il y a eu un changement. Mais je garde quand même les bases de mon enfance. Mais voilà. Ce que j'ai eu, mais justement, quand on dit changer une constitution, c'est pas qu'on va changer le nom du pays. Ou encore changer les voisins, modifier la superficie, l'hymne national des armoiries, encore moins la date d'indépendance. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Il y a un groupe d'individus qui pensent que le moment s'est revenu pour qu'ils prennent une certaine revanche. Vous savez quelque chose que hier vous refusiez. Aujourd'hui, vous êtes pour juste parce que, dans son état actuel, ça vous permet, sans passer par l'urne, de battre X, Y, Z. Moi, je pense que nulle part, et de par le monde, on n'a jamais vu la souveraineté du peuple être revue au rabais. Je crois que laissons le peuple trancher. Si ailleurs, c'est un droit de changer. D'ailleurs, la Déclaration universelle sur le droit de l'homme et du citoyen de juin 1793 est plus que claire. Chaque peuple a le droit de changer, de réviser, de reformuler sa constitution. Mais chez nous, c'est un problème. C'est un problème parce que... pris en compte comme ces gens-là qui semblent... Mais il faut leur expliquer. C'est ça, justement. Vous savez, une fois, j'ai eu même à parler sur votre plateau ici, du travail qu'avait à faire le ministère en charge de la nouvelle citoyenneté. Oui. C'est un travail de titan. Et dans mon pays, le Congo, ce n'est pas seulement les routes qu'il faille construire et reconstruire, il faut aussi reconstruire l'homme. Et c'est là où le système éducatif est à refaire. Parce que comment voulez-vous qu'une personne vous dise il y en a un qui essaie de se démarquer, qui parle le changement, puisqu'il voit qu'il voit nécessairement il faille changer. Oui. Et puis il y a eu quelqu'un qui pratiquement fait le perroquet, c'est-à-dire sûrement il a été interviewé au sortir d'une des messes noires souvent tenues ici dans la ville de Kinshasa par la bande à Kobler et le nouveau parti politique, la Senko, ainsi de suite. Il était en train de réciter, c'était une récitation que ce monsieur est en train de faire. Mais je crois que si ailleurs on dit yes we can change, et on doit changer. Et le besoin de changer la constitution au jour d'aujourd'hui, c'est crucial. On en a besoin. Alors, Monsieur Machal, avant de nous expliquer pourquoi on en a besoin, on va d'abord se tourner vers Francis Cheko et sa rubrique Racine. Vous qui disiez que la Constitution est justement une denrée périssable, mais la preuve, on va voir à quel niveau justement... Avant que vous n'arriviez à mon ami, lui qui a l'histoire des lois fondamentales du Congo, je souhaiterais qu'il puisse mettre l'accent qu'en 67, Mobutu, Singaoudjou, Étienne Tshisekedi abrogèrent une loi. C'est-à-dire le changement, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire, eux, ils peuvent changer, ça va. Écoutons-nous d'abord et ensuite vous pourrez le compléter si selon vous c'est pas assez, Monsieur Machala. Attention à ce que vous allez dire, vous avez un gendarme à côté de vous. Que pouvez-vous nous dire sur les différentes lois fondamentales qui ont régi notre pays? Tout a commencé en 1960. La loi fondamentale, c'était une loi calquée au modèle belge, ce qui avait causé beaucoup de problèmes sur le point de vue d'ordre organisationnel du pays. Et en 64, le 1er août 64 précisément, il y a une commission présidée par Joseph Iléo qui a rédigé la constitution de Lulabourg. Une constitution qui définit, qui prône un État fédéral au régime parlementaire. Le 24 juin 1967, la constitution de le nouveau conjoint. Voilà. Il faut qu'il cite les noms. Ceux qui abrogèrent, qui changèrent. En 1967, le 24 juin précisément, la constitution de la Deuxième République avait vu le jour. Pas après le référendum. Non, je sais. C'était par abrogation. Et cette constitution a été rédigée par M. Marcel Liaou. Mais cette constitution préconisait le monopartisme et un régime à parlement monocaméral. Vers la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin, qui a changé la donne politique, parce que la politique internationale avait une ascendance, a toujours une ascendance sur ce qui se passe dans notre pays. Et le régime du feu maréchal Mobutu était obligé de s'ouvrir au pluralisme
politique, notamment ce qui a causé un dialogue, la conférence nationale souveraine, et à l'issue de cette conférence, ressortait l'acte constitutionnel de la transition. Et ce texte a été abrogé en 1967 lors de l'accession de M. Laurent-Désiré Kabila au pouvoir. 1997 non, 97, 97. Ouais. Et en 1997, le président Kabila promulgue le décret-loi. Et l'année suivante, en 1998, vers le mois de novembre, une autre loi, il promet que l'acte constitutionnel de la transition. Et à sa mort, en 2001, Joseph Kabila accède à la magistrature suprême et avec les guerres, il invite tous les belligérants à une même table au dialogue intercongolais à Sun City. Et à l'issue du DIC, du dialogue intercongolais, on va promulguer la constitution de transition en 2003. Juste avant la constitution donc, actuelle, exact. Qui a été votée en 2005 donc, par référendum. Exact. Oui. Et en 2005, le projet de loi est là, le référendum pour le projet de la 3e République qui sera promulgué le 18 février 2006 par Joseph Kabila. Alors, Monsieur Machala, en tant que Congolais, on a tous le choix de notre mode d'expression. Donc vous faites référence à cet article 218 de la Constitution et le voix des signatures pour vous faire entendre. Il y en a d'autres qui ont choisi la marche, notamment ce samedi 27, qui a été autorisé par le gouvernement provincial. Selon vous, qu'est-ce qui va en ressortir ou comment interprétez-vous ces 2 marches qui sont prévues demain? Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que là, vous faites allusion à ce qui est vulgairement appelé ici opposition politique. Permettez-moi un peu de parler ainsi, parce que souvenez-vous, à l'époque du maréchal Mobutu, au sortir d'une des multiples négociations de Palais de Marbre, l'ancien président Abdoulaye Wade, à l'époque il n'était pas président, il était juste opposant au président Diouf, lui a déclaré ceci, qu'il s'était retrouvé en face d'une classe politique immature, pour ne pas dire insuffisante. Et je crois que le spectre de cela continue. Et Abdoulaye Wade continue à avoir raison. C'est comment voulez-vous qu'un groupe d'individus puisse penser que les autres n'ont pour droit que leur devoir? L'article 218 est clair. C'est-à-dire, l'actuelle Constitution, quand bien même nous la décrions, a même prévu les mécanismes de sa révision. Pourquoi pas de son changement ou de son remplacement? Parce qu'en droit, je crois qu'il est dit quelque part, il y a des conditions, monsieur, à ce changement, ce qui n'est pas interdit notamment que toute la population est dans le même sens. Il y a des conditions. Donc si une tranche de la population mais puisque cette population, on vient de le voir, ne comprend rien. Donc on doit tout décider pour elle, sans mais c'est ce qui est grave. C'est pour cela, puisque je crois que mon ami qui a les racines, il a commencé par dire quelque chose qui pourrait intéresser mon ami le financier, qui est en fait la loi fondamentale formatée au modèle belge fut source de problèmes organisationnels au niveau de l'État. Et même quand vous parlez de ce qui a été organisé par Iliao, mais on s'inspirait toujours du modèle belge. Et le chaos, et là, nous le vivons avec l'actuelle loi fondamentale. 2005, justement, s'est inspiré de mauvaises bases. Mais de très mauvaises bases. D'abord, accepté pendant 9 ans. Écoutez, vous devez savoir que... Non, ce n'est pas qu'on a eu à l'accepter pendant 9 ans, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez savoir qu'en 2005, on s'était retrouvé dans une situation telle qu'il fallait apaiser, si pas, à en finir avec les souffrances de notre population. Et le gouvernement n'avait pas de choix. Le gouvernement avait en face de soi des chefs de guerre, des bandits des grands chemins. Mais avec la pression de la communauté internationale, il fallait se mettre autour d'une table. Quand bien même ceux-là qui venaient de ces camps-là avaient du sang sur les mains jusqu'au coude, accepter qu'ils puissent participer à la rédaction de cette constitution-là. Mais nous sommes en temps de paix. Doit-on continuer à se laisser gérer ou régir par une constitution souillée, une constitution à l'article 2 où on vous dit par exemple qu'il y a 26 provinces?
Or, vous et moi, nous savons que nous n'avons que 11 provinces. Donc, un tissu de mensonges cousu de fil blanc. Et vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez parler de la loi fondamentale de votre pays à l'étranger? Mais c'est une honte. Mais plus que 54 ans après l'indépendance, les expertises sont, les intelligences sont là. Et il y a la paix. Pourquoi nous ne nous mettrons pas autour d'une table? Et le chef de l'État a déjà eu à ouvrir, bien avant les concertations nationales, un cadre de dialogue permanent, de façon à ce que, comme l'a dit d'ailleurs l'ambassadeur de France ici dans notre pays, que de par le monde, il n'existe pas une constitution qui soit intangible. Et derrière toute modification ou changement, il y a toujours un compromis. Et mettons-nous autour d'une table. Avant de revenir, oui, M. Boumba, je vous sens... Oui. Moi, je crois que les problèmes tels que présentés, tels que posés, semblent ne pas être ça les problèmes, le nœud du problème. En fait, la Constitution ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui pose problème alors? La Constitution ne pose pas de problème, et même la loi fondamentale n'avait jamais posé de problème en 1960. Puisque la loi fondamentale était claire quant aux responsabilités qui revenaient au président de la République et au chef du gouvernement. Et si je ne me trompe pas, il y a un article qui est clair. C'est le chef de l'État qui peut révoquer le Premier ministre, et non l'inverse. Et ça, c'est donc quelle loi fondamentale? C'est la loi fondamentale. Non, là, je crois, il faut bien la lire. Il faut bien la lire parce qu'il y a Racine à votre gauche. J'ai bien lu cette loi. Non, là vous vous trompez. J'en avais bien lu, donc ça ne pose pas de problème. J'aimerais surtout comprendre le problème selon vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le problème réside... Comment un chef d'État pouvait-il révoquer un Premier ministre élu à l'Assemblée nationale? Le problème réside... Monsieur Boumba, allez-y parce que... Le problème réside sur l'alternance politique en RDC. D'accord. Et vous pensez qu'un changement de constitution ferait entache à cette alternance alors? Permettez. Oui. Le problème réside sur l'alternance politique au sommet de l'État en RDC. Oui. Pour ceux qui sont toujours au pouvoir, ils pensent que nous devons y demeurer en dépit de tout et nous devons tout faire pour nous conserver au pouvoir. C'est cette logique-là qui aujourd'hui est bâtie en brèche par les tenants de la démocratie, qui estiment que vous ne pouvez pas continuer à rester éternellement alors que vous saviez que vous n'êtes pas éternel. La meilleure façon, c'est qu'il faut alterner. Avant de donner la parole à M. Machala, on va se calmer un petit peu. On va juste regarder un petit élément. Il est en train de dire des choses très graves. Vous allez avoir l'occasion de répondre. On va juste regarder ce petit élément. Quand il prétend que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas avec la démocratie. Vous allez avoir tout le temps de répondre. Et dire qu'au jour d'aujourd'hui, la démocratie dans ce pays, c'est devenu une denrée accessible à toutes les bourses. C'est grâce à ceux qui sont au pouvoir. Regardons d'abord ces coulisses. On revient. On ne peut pas se permettre ça. Ça, c'est très grave, ça. Et M. Machala pourra répondre. On fait des SMS et on a envoyé une page sur Facebook par un de mes amis qui nous avait demandé de venir participer. Et on a commencé les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, le jour de la finale. C'est un concours au shot de 3 points, shot à lancer franc et au slam dunk. Bon, je suis venu participer comme c'est mon point fort, les lancers francs et puis les shots à 3 points. Donc j'ai tenté ma chance. Il y a des candidats avec ceux qu'on a joué avec au championnat. Bon, ils sont aussi forts, mais moi je suis venu tenter ma chance. Je suis fort aussi de mon côté. On va voir ce que ça va donner en finale. J'ai fait le challenge de lancer franc. Alors, il y a 5 personnes. Et je crois que je suis là pour gagner de toutes les façons. Je participe pour gagner. Je sais que je vais gagner. Le basket, c'est une passion. Hein. J'aime beaucoup le basket. C'est un sport vraiment que j'apprécie beaucoup. Je l'ai fait quand j'étais étudiante. Malheureusement, les occupations ne me permettent plus de le faire souvent. Mais quand j'ai le temps, le week-end, en tout cas, je ne manque pas de le faire. Je suis venue aussi pour gagner. Pour gagner l'argent qu'on a mis ça. Je vais prendre ça. Je vais partir avec ça. À part moi, je ne vois personne. J'essaye un peu de promouvoir les jeunes talents. Alors comme c'était la première édition, on s'est dit de
d'essayer de ressortir le basket. C'est plus le foot et d'autres sports à Kinshasa. On a essayé de ressortir le basket, de promouvoir les jeunes talents qui, des managers pourraient les remarquer et les emmener plus loin. Voilà. Au début, c'était des jeunes basketteurs, des jeunes sportifs qui se sont dit pourquoi ne pas ressortir le sport à Kinshasa, pourquoi ne pas vivre du sport comme le font les sportifs d'autres pays. Voilà, c'était ça au début. Et après, on a pu intéresser des grandes personnes, des personnalités qui nous ont conseillé. Ça a commencé le 30 du mois passé. Il a pris tout un mois. On a essayé de parcourir les 4 districts de Kinshasa, Moamba, et aujourd'hui c'est la finale, essayer de confronter tous les finalistes des 4 districts. Tout au début c'était difficile parce que même les joueurs eux-mêmes pensaient que c'était pas vrai ce qu'on faisait, qu'on ne pourrait pas réunir tout ce monde, proposer une cagnotte, diffuser ça à la télévision, c'était vraiment difficile, mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait et on a réuni quand même assez de joueurs. Je pensais qu'il y aurait vraiment beaucoup de filles, qu'elles pourraient s'exprimer enfin, parce que généralement quand on va voir des matchs de basket, c'est plus les hommes. Je me disais que les filles pourraient beaucoup participer pour être vues, et malheureusement on a eu très peu de filles. Mais c'est quand même un bon début et on va les encourager. Voilà, pour calmer un peu les esprits, on vous a proposé ces coulisses de la Discovery Skills Kinshasa, qui est une bonne initiative de jeunes qui sont là pour promouvoir le sport, tout simplement. Donc, on a aimé l'initiative, on a voulu vous en parler. C'était sur 20 jours, c'était la première édition, c'était à Kinshasa. On espère les revoir l'année prochaine. Alors, messieurs, on va continuer ce débat donc, qui vous passionne, on l'entend bien, mais pour pouvoir nous aider et aider aussi les téléspectateurs, le sens même de cette émission, c'est que tout le monde puisse comprendre l'information et puis les débats qui se font. Alors, vous qui êtes connaisseurs, si vous n'arrivez pas à nous expliquer ça calmement, on aura beaucoup de mal à le rendre à la population. On va peut-être donner la parole à M. Machala, qui n'avait pas l'air d'être d'accord. Moi, je poserai juste une question avant de vous laisser répondre. Il est vrai que les politiques, je dis bien politiques en général, ceux qui s'y intéressent et ceux qui sont beaucoup autour, donc je vous inclus dedans, vous avez vu de l'extérieur un peu tendance à brouiller un peu les pistes, notamment sur cette question de révision constitutionnelle. On a eu beaucoup de mal à savoir est-ce que ce sera révisé, pas révisé, entre les différentes déclarations. Au début, le porte-parole du gouvernement qui disait clairement qu'il n'était pas du tout question de révision, et puis il a été question uniquement de l'article 197, et puis le président de l'Assemblée qui a précisé finalement qu'il y en avait quelques autres. Et finalement, on a l'opposition, alors vous dites qu'il n'y a pas d'opposition au Congo, mais qui tourne quelque part le dos au processus démocratique en refusant de prendre part à certaines activités. Donc moi, j'aimerais savoir dans tout ça, parce que notre souci à nous dans cette émission, c'est la population. Qu'est-ce qu'on doit comprendre au final? Qu'est-ce qui se passe dans cette cacophonie politique, monsieur? Il n'y a pas cacophonie, madame, il y a juste malhonnêteté. Souvenez-vous qu'en 2011, il y a eu une escroquerie qui va demeurer dans l'histoire de notre pays sur le plan politique pour l'éternité. À l'occasion du phénomène de mouniérisation, on a vu des individus, tout le monde avait un mouniéré sur la tête, sur son affiche. Et une fois les élections passées, ayant recueilli par usurpation les voix de la manière que vous connaissez, quand le grand mouniérateur, qui est M. Tshisekedi, avait donné le mot d'ordre pour que personne ne puisse mettre son pied dans une quelconque institution issue de ces élections de 2011, qui a respecté cela? Des choses bizarres. Ceux qui entretiennent le flou au jour d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui continuent à se réclamer, par exemple de l'UDPS. Il y a aussi l'UNC. S'il vous plaît, l'UNC, je ne fais pas trop attention à cela. Et moi, j'en reviendrai toujours au plus grand parti dans notre pays. Oui, mais au bout d'un moment, monsieur, c'est pas ça un débat pour toute une population. On ne peut pas faire abstraction d'une partie de la population. Mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Respectez mon point de vue. Je vous aide à me répondre, en fait. Bah oui, ça c'est mon point de vue. Nous sommes en démocratie. Aujourd'hui, dans mon pays, le Congo, et là, je suis fier de mon chef d'État qui, devant les nations du monde, a eu hier des mots justes en disant que c'était un Congo debout dont il allait parler. Et ça, c'était très fort. Je vous dirais, je pourrais revenir à ces gens-là, ces usurpateurs, voilà.
Il parle au nom de l'UDPS, alors que tout le monde sait, par exemple, que l'UDPS n'est pas à l'Assemblée nationale. Parce que vous avez parlé de ceux-là qui sécheraient les plénières, par exemple. Bien sûr, c'est d'eux que je tout le monde sait que l'UDPS n'est plus à l'Assemblée nationale. Il y avait eu un mot d'ordre. Mais ils continuent à faire des communiqués. Mais tant qu'on ne leur a pas retiré leur carte, mais non, et que eux-mêmes c'est de l'usurpation, madame. Il y a ce qu'on appelle la malhonnêteté. Il y a la malhonnêteté intellectuelle, c'est des usurpateurs. Puisque, posez-leur la question, la dernière fois, quand date leur dernière visite à la permanence de l'UDPS à Limete? Tout le monde sait que le virus à Ebola, c'est à des milliers de kilomètres de Limete. Pourquoi ils mettent pas leurs pieds là-bas? Ils ont peur de quoi? Parce qu'ils ont trahi et ils connaissent les méthodes souvent utilisées par les militants de ce parti pour corriger les traîtres. Alors qu'ils cessent de parler au nom de l'UDPS. Ça, c'est de un. De deux, vous nous dites qu'il y a une cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie. C'est juste que dans notre pays, le mensonge ayant élu domicile dans le chef de la plupart des intellos, ceux qui osent dire tout haut, c'est-à-dire la vérité, paraissent comme des gens désobligeants, arrogants, si pas orgueilleux. La vérité est subjective, la vérité, donc, si la vérité ici, c'est pas, laquelle? Oui. La démocratie est un processus, c'est pas du prêt-à-porter. Et même s'il faut parler du prêt-à-porter, mais commencez par prendre les mesures. Sinon, ce que vous allez m'amener, même comme cadeau, ça ne va pas m'aller. Mais moi, j'ai ma peur. Est-ce que 54 ans après l'indépendance, c'est ceux-là qui ont été à l'école, qui continuent à croire qu'il nous faut toujours un petit Muzungu, un petit Mundele? Deux fois, avec qui on avait été sur le même banc de l'école, peut-être moins brillant que moi, que nous, il doit être là au devant de nous pour nous montrer ce qu'on doit faire. Non, madame, c'est pourquoi nous voulons changer les choses. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une loi fondamentale qui soit quelque chose qui ne contienne que les aspirations profondes de notre population. Et à propos de l'alternance, l'alternance, il ne faut pas l'avoir en termes physiques, à moins d'être un aigri ou un revanchard, ou appartenir à un groupe qui pense peut-être que ceux-là partis, voilà ce qui pourrait se faire. Alors, moi, je dirais seulement ceci. L'alternance en termes de vision politique, oui. Et un homme dans sa vie peut avoir 1000 visions politiques. Nous vous entendons. Voilà, mais j'aimerais juste, avant que nous n'ayons plus de temps du tout, entendre M. Boumba qui nous expliquerait juste une question, monsieur, mais une réponse très courte. Est-ce que les 10 milliards de budget, c'est suffisant pour un pays comme le nôtre où presque tout est urgent? Et on va conclure là-dessus. Je dirais 10 milliards, c'est l'argent, mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'ensemble du territoire national. 2 345 000 km². Je crois que si vous allez faire le calcul, vous allez vous rendre compte que c'est pas suffisant, on puisse revenu par tête l'argent habitant pour avoir un budget plus conséquent. Parce que ça marche aussi en fonction de la croissance du pays, en fonction des entrées. Il y a plein de paramètres. Donc quand on dit c'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on... Oui, ce n'est pas suffisant, c'est parce que, je l'avais dit au commencement, ce n'est pas suffisant parce que l'État n'arrive pas à capter l'ensemble de ressources publiques existantes. D'accord. Merci pour cette explication rapide, mais explication quand même. Merci Monsieur Claude Machala, militant PPRD, d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Boumba d'avoir accepté. Merci à toi Francis d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour de nouveaux sujets d'information et surtout d'actualité. Trois conditions à la réussite du projet Inga 3. Inga 3 Basse Chute est un projet qui prévoit de construire sur le fleuve Congo un canal de dérivation, un barrage, une centrale hydroélectrique et des lignes à très haute tension. La République démocratique du Congo a choisi de